Les compagnons de cordée avec qui vous partez, c'est l'essentiel du plaisir. Je disais tout à l'heure que, enfin, à mon sens, et puis je pense au sens de beaucoup, de toute façon, dans la vie en général, c'est la relation humaine qui nous touche le plus, qui nous intéresse le plus dans le fond et qui nous marque. Donc évidemment, le compagnon de cordée avec qui vous partez, c'est le plus important, c'est essentiel. C'est essentiel. Alors on est au sommet, on est vachement contents. Et en plus on est tout seul. Le pic Lénine. Les corps souffrent et une partie de la cordée renonce. L'essentiel du plaisir, Arthur et Tanguy vont y goûter et sceller leur amitié. Deux gars avides de grand air, d'aventure et de liberté. Aller plus loin, plus haut, c'est le mantra de ces oiseaux moqueurs. En Haute-Savoie, le 14 février 2019, Tanguy et sa compagne de cordée sont emportés par une corniche. L'expédition dans les Andes péruviennes, initialement pensée pour 6, ne se fera qu'à 5. Porté par ses frères de cœur, Tanguy atteindra les sommets. Déjà venu au Pérou lors d'un tour du monde d'alpinisme, Arthur est l'instigateur de la cordée. Sauvage et taquin, on l'appelle le Corto Maltese des cimes. Il est accompagné de Bastien, ingénieur de formation et grand blagueur à la moustache iconique, d'où son surnom Hystérix. Et de Tom, un Normand à la langue bien pendue, dit Toby l'Africain pour ses anecdotes de baroud en Afrique, tous bourrins à l'assaut des cimes andines. Ils vont vous raconter. Nouveau voyage, même carnet. Les nuages au-dessus de Lyon me ramènent à Tanguy. Il devrait être là, dans l'avion, et pas autour comme un fantôme évanescent. À ma droite, Bastien dort, assommé par sa réussite de l'examen probatoire du guide de haute montagne. Il peut maintenant se relâcher, la moustache rieuse sous ses yeux cernés. Moi, je reste éveillé, rendu mi-hargneux, mi-amer par un échec trop attendu. Pas pour moi le guide cette année. Derrière se trouve Tom, plongé dans son bouquin. Il m'envie sûrement un peu, assis à côté d'une grande brune au décolleté plongeant. 3 compagnons, mais 4 sont là. Direction Lima, le Pérou. La mort pratique le retour de bâton sans humeur. Tanguy n'est pas dans l'avion, mais c'est sans aucun doute le plus lourd à porter. Je retrouve Arthur, instinctif, pas inquiet. Ne pas se mettre de carton, aller droit devant et s'acclimater. C'est le principal objectif du moment. Je passe mon temps à apprendre le matos, les affaires, les vêtements, les étapes, ça se prépare. Au moins, je me sens confiant et je ne suis pas habité par la peur. Peut-être un peu d'humilité me ferait du bien. À Lima, je suis frappé par le brouhaha, cette couche de gris qui plombe la ville. Bastien a eu ce mot, plutôt cette envie de passer son doigt sur toute la ville pour enlever toute la crasse. Le voyage est poignant. Je raconte quelques conneries mais me surprends à être tout de même concentré. Je pars avec Arthur que je sais solide. J'ai hâte de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, de nouvelles montagnes. Je conserve néanmoins au creux de mon ventre une appréhension. Il y a un an, dans la face sud du Grand Dru, j'ai arraché un piton. Chute de 8 mètres, stoppé net. 6 fractures de vertèbres et hémorragie du poumon gauche, de la plèvre et de la rate. Je ne veux plus recommencer. En embrassant mes parents, c'est mon père qui, pour la première fois de ma vie, a peur. Et j'ai eu raison d'accepter la proposition d'Arthur. Ai-je le niveau pour grimper ses faces engagées de plus de 1000 mètres au bout du monde? De toute façon, je ne prendrai pas de risque inconsidéré, quitte à décevoir Arthur. Je veux être vivant et rentrer entier. Sait-on jamais, je viens d'écrire un testament. À Huaraz, il fait moite et froid. Je crois halluciner quand je vais me doucher. L'eau chaude est produite par une résistance électrique au niveau du pommeau de douche. On se prend des châtaignes rien qu'en tournant le robinet. On voit bien qu'ils n'ont pas connu Claude François. Soy en aclimataciones. Es muy importante aclimataciones. Vamos a Pisco Maracuya, sí. El segundo día de Yamacurral hasta Laguna Pases, hasta campamento base de Alpamay. Ok, 2 días. 2 días. 2 días. Ok, 1, 2, 3. On joue au guide, on n'est pas vraiment guide, on n'est même pas du tout guide. Moi encore moins que Bastien du coup parce que j'ai loupé l'examen. Le fait qu'il y ait Bastien aussi qui soit là, ça permet de balancer un peu l'autorité ou le leading du groupe, notamment quand il y a des doutes. Là ça envoie là.
100 mètres de dénivelé. Ouais, mais bon, on a une journée. Hein. Ouais. Non, mais c'est Tu peux aussi prendre des ânes, etc. Éventuellement, on peut redescendre et se faire le Toklararou, là. Ouais. Et là, on va à 6000. Ça fait déjà plaisir. Hein. Mais en fait, tout ça, c'est au final très fonction de comment on sent la veille. Bon, on commence à y croire, là. Hein. Putain, qu'on dit parfait. Oh là là, c'est ouf. Quand il a dit ça, j'étais là, yes. Perfectas. Putain, c'est ouf. Hein. À Huaraz, l'appréhension, partir en montagne, souffrir de l'altitude, redescendre la tête dans un étau. Je me scrute, je me guette. J'essaie de comprendre un peu ce qui va m'arriver sur la gueule. Pour l'instant, je trouve ma place. J'équilibre. Moi qui connais peu la montagne, je dois le reconnaître et l'accepter, prendre avec beaucoup d'humilité tout ce que je vois et ressens. Nous avons découvert le Pisco et avons bu tout notre soul. Je me souviendrai de ces allées, de ce peu de charme que la ville nous présente, de ce groupe composite. La Laguna Chorup. 600 petits mètres de dénivelé jusqu'à 4005, puis 4600 mètres, avec la Laguna Chorupita. J'ai déjà vu qu'il faut tout de même gérer comme si c'était la première fois. L'altitude n'a que faire de l'expérience ou de l'entraînement. Elle se contente d'être. Je suis tout poupette. Aucun signe annonciateur à la montée. Quelques nausées à la descente, même si l'influx revient une fois en ville. Après la série de courses, douches, sacs, nous sentons tous qu'elle frappe à nos tempes. L'altitude est un mal qui tape sur le physique autant que sur les nerfs. Sur le toit de la casa, j'invoque un instant la silhouette tapageuse de Tanguy à cette table vide mais pleine de moi. Il aurait aimé l'air de Huaraz, après s'être fait rôtir le nez sur les glaciers andins. Le voilà avec moi et je souhaite qu'il parte autant qu'il reste. On va se pouler un peu le jour. Au refuge Pérou, le mal de tête me cueille sans prévenir, violemment. Je suis immobilisé par la douleur. Ma mauvaise nuit me rend grincheux. Il me faut dormir pour me refaire la cerise et repartir du bon pied. Ah oui, ça c'est Chakraraou ça après. Ouais, ça c'est un truc de ouf aussi. T'as vu ces canaletas ça? Ça donne C'est beau. C'est en faisant les premiers pas sur ce sentier qui mène au refuge Pérou, avec les énormes glaciers andins partout autour, que j'ai commencé à me sentir pleinement présent dans le moment, sans autre chose à penser. Je n'étais plus seulement l'organisateur, j'étais dans l'élément qui me sied. À ce plaisir s'est mêlée une douce frustration de ne pouvoir tout de suite éperonner les flancs des Andes avec mes crampons. Un état involontaire que j'ai cherché depuis des mois sans le trouver. Est-ce à espérer comme le début d'un apaisement chez moi? C'est notre première nuit à cette altitude, et sous la tente qui plus est. Nous avons été réveillés vers 2h du matin. Persuadé que l'autre partie de la cordée s'agitait encore pour des histoires de diarrhée, j'ai demandé à Tom qui allait pisser. Tu peux leur dire de fermer leur gueule, s'il te plaît? Sauf que ce n'étaient pas les copains, mais des alpinistes espagnols qui partaient sur le Pisco. Tom est revenu bredouille. Ils m'ont dit d'aller me faire mettre. Nous nous sommes levés vers 6h30. Après un bol d'avoine recouvert de confiture, nous sommes partis pour la Laguna 69. Ce lac est surplombé par le Chakrararu, dont la face la plus raide et qui nous fait face a été ouverte par René de Maison. Putain, quelle audace. Oh, la motive. Jamais. En plus avec le vent, là. Cette première nuit en altitude a été dure pour tous. Le retour à Huaraz est salvateur. J'essaie de ne pas me poser trop de questions, mais ce n'est pas facile. J'ai eu mal au crâne et les tempes au bord de l'explosion. La pression dans le crâne, trop élevée, est partie puis revenue le lendemain matin. Jouir de la vie, de l'eau qui me soigne, du lit qui me protège, des chaussures qui me portent, de ces merdes qui sont pour beaucoup de détails, mais qui pour moi sonnent toujours comme un salut. Un salut hors de ce temps, de cette vie, de cette marche sans Tanguy. Putain, mais quel énorme trou de balle. Je ne lui en voudrais jamais vraiment, mais c'est clair qu'il laisse un vide. Grand et clair comme un lever de soleil sur la cordillère blanche. Tanguy est là, avec nous et à travers nous. Je ne sais pas s'il était là avec moi quand je mangeais mon pain noir, mais je le sens. Il faisait froid hier et cette nuit, nous ne savons pas vraiment ce que les conditions nous réservent. Pétard, j'ai pas voté pour ça, moi. Si je pouvais espérer quelque chose en dehors de toutes mes appréhensions et inconnus qui se présentent à moi, ce serait d'avoir la certitude que des journées belles et ensoleillées nous attendent. Nous partons à l'ascension de l'Ichinca. Sur la route, Raoul, le chauffeur de taxi, appuie poliment sur la tête d'Arthur lorsque la police est en vue. Dès la plaine d'herbe rase, ma tête commence à me faire souffrir. Au Rifugio Ichinca, nous croisons Alex Hubert. Il dégage de la puissance et une aura animale.
Nous terminons notre montée pour le bivouac Vivaqué, 500 mètres plus haut en altitude. Nous croisons notre muletier dont le prix passe du simple au quadruple. Attends, ça marche pas. J'étais avec le lèvre pincé. Ça marche pas, lèvre pincée. Là, quand même, t'as de la marque quand même sur ta tronche. Hein. Éléments par-ci, rap par-là. Il va te faire. Vamos a comer. Grosse doudoune demain ou pas? Moi, en marchant, j'arrive. Oh merde! Attends. En marchant, moi, j'arrive pas trop. Pour la première fois du voyage, je sais ce que je fais. Je règle mes crampons, prépare mon sac, remplis ma gourde. Les sacs sont prêts, le repas avalé. Ma bonne bave. Demain, tout commence. J'ai mal à la tête, ce qui me rappelle que nous ne sommes pas sur une petite course dans les écrins. Nous arrivons au refuge à la peine sur un chemin où il faut éviter de s'en mettre une malgré la fatigue. Tout le monde s'effondre pour se réveiller, 4 heures plus tard, en homme neuf. Après la sieste, il est 15 h. Je suis déconnecté. Ce matin, grimpette à l'Ichinka. C'est un sommet marchand avec des passages très exposés et des crevasses comme j'en ai jamais vu. Seulement, la montée en second avec le Bastien en tête, ça donnait froid aux doigts et aux pieds. Normal, mais toujours aussi handicapant. On se transforme demain en âne avec près de 20 kilos. Peut-être plus si je prends la corde. Le Ranrapalka n'est pas en condition. Changement de plan, direction le Toklararou. J'ai failli vomir mes avocats. Je crois que je suis arrivé à saturation avec ça. Non mais c'est ce que je te dis, ça se trouve le champignon il est plus gros. Sauf un 6000. Moi je le compterais comme un 6000. Il a bu l'affreux. Ouais, putain, elles sont la bouse de vache. Je dirais à tout le monde, C'est vrai. j'ai fait 2 6000. Putain, salaud, mais il est pas filtré. Et le deuxième c'était quoi? Il n'y a pas maillot. Il est pas à 5947? Non, non. Non, il faut pas partager, comme ça on verra si... J'ai sauté. Mon bâton était à 6000. Salaud. Voilà, j'ai presque envie de faire cette balade, tu vois. J'ai envie d'aller sur la moraine. Ça, c'est très très bizarre. Quelqu'un aurait-il envie d'aller sur une moraine? On est monté à 5000, à Campo Basso de Toklararou, au-dessus de refuge Ichinka. Si. Okay. Et puis ça fait 4 jours qu'ils annonçaient de la pluie et de la neige. Et ça faisait 4 jours qu'il faisait beau. Et donc on s'est dit, bah... Ils continuent d'annoncer de la neige, on y va. Les Péruviens ils savent pas faire la météo. Et puis finalement, il neige, vraiment, suspense. pour de bon. Alors on casse le suspense. Et là il y a de la neige et c'est... Bah là un peu moins déjà, mais là on dirait qu'on mitonne. Mais en fait si tu veux faire, regarde. Il est là-haut le Toklararou. On voit plus. Je vais bien, je suis en forme physiquement même si j'ai accumulé de la fatigue dans les jambes. À peine descendu du bivouac, nous remontons au camp Moraine à 5100 mètres. Flanqué de mes 2 guides joueurs, la semaine passée était une chose rare, comme on s'en voit offrir assez peu dans sa vie. Nous doublions gaiement des Mexicains avec leurs petits sacs à dos,
Et nous, chargés de tout notre matos quand il s'est mis à neiger. La montagne veut-elle de nous? Nous prenons notre eau dans des flaques, une première pour moi. Nous nous mettons au lit à 18h, le réveil calé pour 1h du matin. Ouais, c'est ça, avec la grosse rimée là-haut. Assez rapidement, nous doublons les cordées parties plus tôt, sans savoir qu'elles n'iront pas au sommet. Je dois faire la trace pour plus de 12 personnes à présent. Cela me met un peu la pression. Nous déambulons dans un dédale de crevasses béantes et de séracs très défoncés. Le silence absolu d'un cimetière de glace que seul le bruit de nos crampons et nos souffles chauds vient troubler. Oh, je te le sens, hein. Je sens la fatigue quand même. Comment tu le sens, toi? Bah, ça me fait chier avec un estacasse. Tu fais une longue traversée sur un estacasse, tu refais enrouler. Hein. Ouais, je fais Tu te sens ou pas? Ouais, je fais la longue traversée là. Et je fais relier en dessous là. Aux 2 tiers de la course, Arthur passe devant et je sens le relâchement que cela implique. Au pied de la calotte de glace finale, bien plus raide, Arthur s'arrête et me demande de reprendre la main. Il a l'air entamé. Un peu vite, je pars à l'assaut du champignon final, un seul puits à neige au baudrier. Sauf que le champignon fait plus de 80 mètres. Je fais 30 mètres puis pose mon unique estacasse. Je continue, toujours aucun équipement en place. Je commence à stresser. Arthur en bas me crie « Tu fais pas un relais intermédiaire ?» Je désescalade puis les fais monter, Tom, puis Arthur. Arthur repart devant à son tour, fait une traversée en oblique de 20 mètres sans protéger. Je suis crispé. Il a l'air solide comme toujours, mais touché par l'altitude. Je pense intérieurement, s'il tombe, on est tous les trois en bas. Arthur arrive au pied du mur final déversant et dégaine une broche, puis la visse avec énergie. Sauvé. Je récupère le matériel sur le harnais d'Arthur et lui demande de me reprendre à l'assurage. Il se trompe de mousqueton, puis de corde, et s'y reprend 3 fois pour m'assurer au ponté. Bastien termine. Je me souviens en dévers. Ça tire sur les bras, mais trop tard. J'ai la tête hors de la fente. Les mains sur le plateau à 6030 cm. La joie, nos sourires extatiques, les photos, mais surtout toi, Tanguy, toi qui étais si fort, t'aurais fait ça les doigts dans le nez. L'important, c'est d'être vivant en bas, me rappelle Bastien. Au milieu de notre descente, nous entendons un bruit sourd et massif, comme un tir de but. Derrière nous, une immense barre de sérac s'effondre et frappe la neige dans une gerbe monstrueuse. À quelques minutes près, nous étions en dessous. J'ai mal aux pieds, mais peu importe, nous l'avons fait. Je l'ai fait. Arrivés à la tente, nous sommes explosés mais heureux. L'un des plus grands instants de ma vie. La soupe de quinoa et les pâtes carbonara au camp. Putain, j'en ai encore des frissons. Allez, c'est parti, c'est le sommet. Il est là. Il est juste là. La redescente est plus délicate. 2h30 bien tassées sur les jambes, avec pour seule envie un poulet et une douche. Le Toclararu était tourmenté, sans ou avec trop peu de traces pour se repérer la nuit dans ce dédale cataclysmique. L'altitude tape fort sur le crâne et dans les tripes. Ce sommet, lui, tape aussi. Si l'Ishinka était mon sommet de l'amitié, le Toclararu est celui des émotions. Là-haut, c'est comme un shot de viande accéléré. Doit surnager aujourd'hui plus qu'avant encore, l'esprit de Tanguy flirtant avec les nuages.
Qu'il en faut pourtant des efforts, de la sueur et de l'inconfort pour voler ces quelques instants au sommet. Drôle de vacances où la souffrance tient sa part plus qu'à la normale. Coucou. Premier jour du trek Santa Cruz, en vue d'atteindre le Kitararu d'ici 3 jours. Bastien m'annonce vouloir freiner le coup niveau montagne en fin de séjour. Un soulagement pour moi qui souhaitais aussi lui en faire part. La messe est dite pour nous deux et elle sonne juste. C'est une nouvelle phase du voyage, même si les sacs sont toujours affreusement lourds sans les ânes. Les étoiles sont magnifiques et illuminées ce soir au-dessus du lac. Tanguy est sûrement avec elle. Au deuxième jour de trek, on souffre. Je n'ai aucun jus pour avancer et cela m'inquiète. Surtout avec ce qui se dresse devant nos yeux. Une muraille de roches et de glace, de trous et de crevasses qu'il nous faudra gravir, puis contourner, puis gravir encore. Mais je le sens. Je souhaite que cela s'arrête. Je ne veux pas faire cela tout le temps. Nous sommes seuls à l'abri de la moraine, dans ce qui me semble être le seul coin plat. J'ai souffert à la montée, sans sucre ou énergie immédiatement utilisable. On verra demain, puis mercredi, le jour de la course, au cours duquel nous avons prévu de redescendre au camp de base. Au moins avons-nous réussi à sécuriser un âne pour le retour, et ça, c'est pas de la merde. Bon, ouais, fait qu'un passage peut-être un peu plus raide. On partirait pas non plus. Tu vas bien? Ça va top. La momie. La momie elle se protège. Elle a raison. Ils ont tout ce qu'il faut au camp de base, y compris du Cabernet Sauvignon en briques, des œufs et des chips ricaines. De quoi nous gaver en toute impunité après notre réussite au Kitararu. Alors que nous étions surchargés de bouffe lors de notre acclimatation à l'Ishinka, là, nous nous sommes un peu pris au jeu de l'optimisation et les repas sont nettement plus frugaux. Montés au cancol de l'Alpamayo et du Kitararu. Enfin, nous voilà devant les monstres sacrés. L'Alpamayo est un gigantesque drap vertical qui ondule de toute son immobilité. Il est des montagnes comme des choses qu'il est bon de garder sacrées. C'est sans doute le cas pour l'Alpamayo. Sur avis de guides péruviens et québécois, son champignon sommital menaçant de tomber nous a fait changer d'avis. Sage décision pour nos vies. Ces draperies merveilleuses aux premières lueurs ne seront visibles que de loin. Et quel meilleur observatoire que son vilain cousin Kitararu. Demain sera une journée mémorable, longue et vive, et nous ne rentrerons qu'au crépuscule, le ventre vide et le pas hagard, en ne cherchant rien d'autre que le salut pour nos corps transis. Tout ça fait mi-peur, avouons-le. Ce n'est pas pour ça qu'on va pas se jeter à pleines dents dans la pente. Bonjour à tous, ici Radio Cancol. Je suis aujourd'hui avec mes deux animateurs préférés, Ludivine et Véronica. Et donc quelque chose à vous montrer les filles. On regarde bien. Et qu'est-ce que c'est? C'est l'Alpamayo. On va pas faire. Si on regarde bien, il y a toujours des types qui sont dans la descente là. Oui, ça y est, Tout à la fin. Non, tout à la fin, tout en bas. Et il est exactement 13h40. Et une. Est-ce que c'est tard, 13h41 pour nous redescendre de l'Alpamayo, Ludivine? Oui, c'est un petit peu tard, mais je pense qu'on fera pareil de Kitararu. Il est où le Kitararu? Mais il est de l'autre côté, je Marcelais. Alors, le Kitararu. Hop. Et voilà, Ludivine, le Kitararu. Avec notre petit mur de neige devant. Et je vais refermer.
pour se protéger du vent. Et voilà, Radio Cancol. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour l'ascension. Alléluia. Ok. T'as entendu Arthur? Bastien a trouvé un estacade. Tanguy et Tom, une amitié comète qui a filé haut et vite, celle dont j'étais conscient qu'elle était hors norme. Celle que je ne voulais pas perdre, mais développer tout du long, la laisser s'épaissir dans le temps. Peut-être est-ce ce qui la rend encore plus belle à mes yeux, sa fin.